Bonjour à tous et bienvenue à la webconférence Apsis Cyborg sur les actualités et nouveautés de Sage 100 V10. Nous allons passer une petite heure ensemble. Cette session va être animée par Emmanuel Mattei, responsable de marché, et Émilie Locard, responsable des activités de service. Tout au long de cette session, vous pourrez nous poser vos questions dans le bandeau qui se trouve à droite de votre écran. Nous y reviendrons en fin de conférence. Bonjour Emmanuel, bonjour Émilie. Bonjour à tous, merci d'être présents. Je suis donc Emmanuel Mattei et je serai accompagnée aujourd'hui d'Émilie, responsable des activités de service. Et d'ailleurs, je passe la parole à Émilie tout de suite pour donner quelques chiffres concernant Apsis Cyborg avant de rentrer dans le vif du sujet des nouveautés de la V10 et de tout ce qui va tourner autour de la future RFE. Émilie, c'est à toi. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc pour commencer, quelques chiffres sur Apsis Cyborg. Donc ce sont les chiffres de 2022 puisqu'ils n'ont pas encore été arrêtés pour 2023. Donc au niveau du chiffre d'affaires, un peu plus de 77 millions de chiffre d'affaires de réalisés en 2022, avec 535 collaborateurs sur tous les domaines d'expertise d'Apsis Cyborg et un peu plus de 35 ans d'expertise d'Apsis Cyborg, avec 3300 clients abonnés. Apsis Cyborg, au niveau des compétences, on va être là pour vous accompagner tout au long de votre projet et de vos besoins, donc avec des phases d'intégration de nouvelles solutions, de nouvelles options, de l'assistance, avec l'assistance au démarrage et notre service de support. Également, pas perdre de vue que Apsis Cyborg propose également des services d'hébergement cloud et le centre d'innovation avec la Factory pour des spécifiques autour des solutions que nous commercialisons. Apsis Cyborg fait partie du groupe Kerus. Kerus est un groupe avec 3000 collaborateurs, une présence élargie, puisque présence sur 22 pays et 4 continents, avec effectivement des domaines de compétences autour de l'intelligence artificielle, l'expérience digitale, etc. Je passe du coup la main à Emmanuel. Merci Émilie pour cette présentation rapide d'Apsis Cyborg. Et donc, on va passer quelques instants maintenant sur tout ce qui tourne autour de la réforme de la facture électronique, qu'on appelle aussi RFE. Cette réforme. Alors, déjà, il faut bien se remettre dans le contexte. Toutes les entreprises, qu'elles soient privées ou publiques, quelle que soit leur taille, à partir du moment où elles sont assujetties à la TVA, elles sont concernées par cette réforme, dont le calendrier a évolué, on va en reparler, mais il n'empêche que ça va avoir des conséquences importantes sur toutes les entreprises dont on vient de parler. Alors, qu'est-ce que on va pouvoir se dire sur ce sujet? Alors concrètement déjà, une facture électronique, ce n'est pas une facture papier, c'est pas une facture PDF ou une image, et c'est pas non plus un document qui va être généré par un logiciel et envoyé par mail. Donc ça c'est pas une facture électronique. Une facture électronique, ça va être une facture qui va être créée au format électronique, c'est-à-dire que ça va être un fichier structuré. Donc il y a 3 formats bien particuliers qui ont été identifiés comme faisant référence en la matière. Et donc, il y a 3 formats qui vont être acceptés. Un format qui s'appelle FactureX, qui a la particularité d'être un format double, c'est-à-dire que le FactureX, c'est un PDF plus un fichier XML. Donc, ça veut dire que le PDF, il reste visible par l'œil humain et le fichier XML, il sera interprété par les machines. Donc, le format FactureX, qui a donc cet avantage-là, et ensuite le format UBL et le format C2I. Donc, 3 formats standards dans la norme. Et ensuite, ce fichier structuré, il doit donc contenir un certain nombre de données bien particulières. Et donc, certaines
données, bien sûr, ce sont des données que vous connaissez déjà. Quand on envoie une facture aujourd'hui, il y a déjà des normes et il y a déjà un certain nombre d'éléments qui sont déjà présents dans les factures. Ici, je vous ai mis une liste, pas forcément exhaustive, de l'ensemble des champs qui sont attendus et exigés par l'administration fiscale. Et puis, donc, bien entendu, on va avoir deux lectures. Les données d'en-tête, donc l'en-tête, le pied de page, et après, il y aura aussi le détail des lignes. Donc, il faut bien que vous vous projetiez dans l'idée qu'effectivement, à terme, dans cette réforme, l'intégralité de la facture sera digitalisée. Donc, si je reviens sur ces histoires de données exigées, j'ai matérialisé en bleu, par exemple, ici, des notions que vous connaissez déjà, qui sont déjà présentes dans les factures, encore une fois, mais qui sont peut-être pas toujours parfaitement alimentées au niveau des solutions. Donc, ce sont à ces notions qu'on va faire référence quand on va vous dire qu'il faut absolument que vous passiez du temps désormais pour contrôler vos données, votre base de données. Et puis après, il y a des nouvelles notions. Par exemple, la nature de l'opération. Est-ce que la facture que vous venez d'émettre, c'est une facture de bien, une facture de service ou une facture mixte? Et ça ces mentions-là, ça doit être désormais des champs qui vont être dans la base de données pour pouvoir être présent dans le fichier structuré. Ça ne peut plus être une mention qu'on va écrire sur la facture, un commentaire, tout ça, ça ne peut plus exister. Donc c'est pour ça en fait qu'on parle de nouvelles données dans les bases. On va y revenir. Donc ça, ce sont les données qui sont exigées par l'administration fiscale dans le cadre de cette réforme. Alors justement, si on parle de cette réforme, quand même, l'objectif de cette réforme, qui est, je vous le rappelle, une tendance globalement mondiale et également européenne. Donc l'objectif quand même de cette réforme, c'est de réduire la fraude à la TVA, avant tout, mais aussi de simplifier les déclarations des entreprises, puisque à terme, demain, c'est le pré-remplissage de la déclaration de TVA. Ça permet aussi de réduire les coûts induits par les contrôles fiscaux, puisque s'il y a plus de transmissions digitalisées, potentiellement, il y a moins d'erreurs possibles et donc moins de contrôles. C'est aussi un moyen de favoriser la compétitivité des entreprises, puisque c'est un moyen de réduire en fait les charges administratives liées au traitement des factures. Et c'est aussi la possibilité pour le gouvernement de pouvoir disposer en temps réel d'informations fiables, précises sur la santé financière des entreprises, la santé des entreprises de façon générale, secteur d'activité par secteur d'activité. Donc ça, ce sont les objectifs de cette réforme et les bénéfices qu'on va pouvoir en tirer. Il faut quand même avoir en tête aussi que une fois que cette réforme sera entrée en vigueur, même une fois qu'elle sera complètement adoptée, certaines entreprises vont continuer à émettre et recevoir des factures qui seront exclues du scope facture électronique. Par exemple, dans le contexte international, on va y revenir, je ne suis pas concernée par cette réforme, etc. Donc, il va y avoir un mix de la situation telle qu'on la connaît et la mise en place de cette réforme électronique. Donc, mine de rien, la révision du calendrier sur lequel on va revenir dans un instant, c'est quand même une formidable occasion pour vous, entreprises, de vous préparer plus sereinement et pour nous aussi de mieux vous accompagner dans la transition du papier vers la dématérialisation et la digitalisation des process, dont la TVA, on va en reparler, mais il va y avoir une vraie transformation dans un certain nombre de process qu'il va falloir mettre en place. Et donc, c'est bien de s'y prendre dès à présent. On va essayer de vous donner des arguments pour aller dans ce sens. Si je reviens sur ce sujet de la réforme de la facture électronique, en fait, il faut prendre en considération le fait qu'il y a deux grandes notions. Une première notion qui s'appelle le e-invoicing et une autre notion qui s'appelle le e-reporting. Le e-invoicing, c'est donc tout ce qui va tourner autour de l'émission et de la réception des factures électroniques. Et cette émission et cette réception des factures électroniques va se faire au travers de plateformes dématérialisées, de plateformes
de dématérialisation ou du portail public de facturation, on va y revenir. Donc ça, c'est l'émission et la réception des factures. Et ça concerne qui? Ça concerne toutes les transactions qui sont faites dans le contexte B2B, donc business to business, dans le contexte domestique, ou alors dans le contexte B2G, business to government, enfin, on travaille avec la sphère publique, en France. Donc, ça, c'est pour l'émission et la réception des factures. B2B domestique, B2G domestique. Ça, c'est un premier aspect. Ensuite, il y a l'autre aspect, tout ce qui va tourner autour du e-reporting. Donc, le e-reporting, c'est la transmission des données de transaction et des données de paiement à l'administration au travers d'une plateforme dématérialisée et selon une fréquence déterminée. Et donc ça concerne en fait les transactions B2C nationales, domestiques et internationales, et les transactions B2B internationales. Donc, ça veut dire que dans ce contexte-là, il faudra être en capacité d'émettre les données de transaction et les données de paiement dans le contexte des prestations de services. Donc, on va revenir là-dessus, mais ça veut dire quand même qu'il faut, vous, en tant qu'entreprise, que vous arriviez à identifier quels sont les flux sur lesquels vous êtes amené à travailler pour pouvoir savoir quels sont les contextes sur lesquels vous êtes concerné. Peut-être que vous serez concerné que par le e-invoicing, peut-être que vous serez concerné que par le e-reporting, peut-être que vous serez concerné par l'intégralité des sujets, peut-être que vous serez concerné par un sujet plutôt qu'un autre, etc. Donc, il faut vraiment que vous identifiez en fait les flux sur lesquels vous allez être amené à travailler. Et si on parle de e-reporting, pourquoi on parle beaucoup de ce e-reporting? Parce que, mine de rien, c'est une façon différente pour vous de travailler et la fréquence va changer. Alors, j'ai mis ici une illustration. On ne va pas rentrer dans les détails. Il y a bien entendu qu'on vous partagera les éléments après. Mais par exemple, selon la typologie d'entreprise, selon le régime de l'entreprise, vous voyez que la fréquence de transmission des données et la fréquence des données de transaction ou des données de paiement, déjà, n'est pas la même. Et ensuite, vous avez des délais qui vont être différents. Par exemple, l'entreprise qui est soumise au régime général, régime réel normal mensuel, elle va devoir déposer les éléments de transaction par décade. Donc, ça veut dire que c'est 3 fois par mois. C'est peut-être différent de ce que vous faites aujourd'hui, ou en tout cas, ça va peut-être vous obliger de vous organiser différemment. Je ne rentre pas dans le détail de ce tableau, encore une fois, je vous le partagerai, et puis de toute façon, il est bien entendu accessible sur les documents des impôts. Donc ça, c'est un premier sujet, le e-invoicing et le e-reporting. OK. Une fois qu'on a dit ça, il ne faut pas oublier qu'en fait, il va y avoir aussi de nouveaux flux et de nouvelles notions qu'il va falloir rajouter. Alors, aujourd'hui, quand on est une entreprise et qu'on s'adresse à un client, les informations, elles sont transmises du fournisseur vers le client et chacun s'adresse à l'administration fiscale. Donc, le fournisseur, il établit sa facture. Cette facture, elle est imprimée, elle est stockée et ensuite, elle est affranchie, elle est relancée, suivie et elle arrive chez le client. Et ensuite, ces éléments, chacun des acteurs, le fournisseur, le client, transmet les éléments à l'administration fiscale. Ça, c'est le schéma tel qu'il existe aujourd'hui. Demain, dans le contexte de la RFE, le schéma va être un peu différent. On parle d'un schéma en Y. La représentation n'est pas tout à fait graphique ici, mais vous allez comprendre pourquoi on parle d'un schéma en Y. C'est parce qu'en fait, le fournisseur, il va préparer et envoyer sa facture. Cette facture, elle va être réceptionnée au travers de plateformes de dématérialisation. Donc, vous savez qu'il y a deux notions, soit les PDP, donc les plateformes de dématérialisation partenaires, soit le portail public de facturation. Et après, on a la réception de la facture qui va se faire par le biais donc, de l'accès à ces plateformes. Donc, le fournisseur
met les informations à disposition du client au travers de la plateforme, et c'est le PPF, puisqu'il n'y a que le PPF qui est habilité à faire ça, c'est le PPF qui va envoyer les éléments à l'administration fiscale. Donc, du coup, il faudra que les informations qui transitent soient bien normées et soient bien complètes. Donc ça, c'est une façon de communiquer qui va être différente. Premier sujet. Et en plus, on va avoir des nouvelles notions. On appelle ça le cycle de vie des factures ou le statut de la facture, puisqu'il va y avoir ces informations-là qu'il va falloir aussi faire transiter. Donc, en fait, on a 4 statuts qui sont obligatoires. Le statut déposé, le statut rejeté, le statut encaissé et le statut refusé. Donc ça, ce sont des étapes dans le cycle de vie de ma facture. Donc, ces statuts obligatoires, normalement, devraient être le minimum vital qui devrait être traité par le portail public de facturation. Et après, des acteurs ou des éditeurs se positionnent donc pour dire nous, on va en fait traiter l'intégralité des statuts, y compris les statuts recommandés. Donc, on ne se contente pas de traiter les 4 statuts déposés, rejetés, refusés, encaissés, mais on va aussi matérialiser les états intermédiaires. Donc, par exemple, on pourra visualiser que la facture, elle a été émise par la plateforme, elle a été reçue par la plateforme, elle a été mise à disposition pour qu'on puisse venir la récupérer, etc. Et en fonction de ces différents statuts, il y a un certain nombre d'outils qui vont être concernés. Donc, chez Sage, la gestion commerciale Sage 100, elle sera forcément concernée par le statut déposé et puis les statuts recommandés, donc émise, reçue, mise à disposition. Ensuite, quand on est dans le cycle, on va avoir donc, pour ceux qui en sont déjà équipés ou qui s'en occuperont, le portail Sage automatisation comptable, 700 gestion commerciale et 700 comptabilité qui seront concernés par les autres statuts. Vous voyez, rejeté bien entendu, mais la notion de prise en charge, la notion de complété, suspendu, en litige, approuvé, approuvé partiellement, etc. Et enfin, la notion d'encaissement et de paiement transmis, voire de refus. Et ça se verra plutôt dans la comptabilité. Donc, ces notions-là, ce sont des notions qui n'existent pas aujourd'hui et qu'il va falloir être en capacité de traiter dans les différents outils. Alors, la slide d'après, je ne veux pas vous faire mal à la tête, mais c'est pour vous donner une lecture du fait que l'ensemble des flux et des échanges ont en fait été cartographiés par les différentes instances. Vous voyez, il y a des petits numéros qui permettent en fait de matérialiser les flux. Alors, est-ce qu'il s'agit de flux e-invoicing, de flux plutôt cycle de vie ou de flux liés à des échanges avec l'annuaire? Donc, tous les flux ont été numérotés. Et en fait, c'est une représentation ici un peu différente du schéma que je vous ai montré tout à l'heure. Mais par exemple, dans le flux numéro 2, qui s'appelle e-invoicing, B2B assujetti et B2J, quels sont les domaines ou les solutions qui sont concernées? Typiquement, c'est la gestion commerciale pour la partie des flux de vente. En revanche, pour la partie flux des factures d'achat, toujours sur ce flux numéro 2, c'est la gestion commerciale et le portail d'achat, le portail dématérialisé d'achat qui va être concerné, puisque en fait, il faudra donc pouvoir bien identifier les actions sur ces différents outils. Encore une fois, la volonté et l'objectif de cette présentation ce matin, c'est de vous sensibiliser à l'ensemble des sujets sur lesquels vous allez devoir travailler et sur lesquels vous allez devoir vous interroger pour pouvoir peut-être transformer certaines choses. Je rentre volontairement pas plus dans le détail de ces sujets-là. On pourra après individuellement travailler avec vous sur ces sujets, mais c'est pour vous donner encore une fois une idée de la façon dont les échanges ont été cartographiés. Donc, une fois qu'on a dit tout ça, on va revenir sur ce sujet du calendrier. Le calendrier, jusqu'au 28 juillet, c'était un calendrier avec une mise en application en juillet 2024. Ça, c'est cuit, c'est terminé. Le calendrier qui a été confirmé, c'est celui qui a été donc confirmé avec la loi de finances 2023 du 29 décembre 2023. Et donc, on est bien sur un calendrier qui est celui qui est écrit ici. C'est-à-dire qu'on n'a plus 3 populations différentes d'entreprises, mais on en a désormais 2. Donc, on va avoir les grandes entreprises et les ETI d'une part, et les PME et les TPE d'autre part.
Donc, ça veut dire que au 1er septembre 2026, il faut que tous soient en capacité de recevoir des factures sur ces nouvelles normes parce que les grandes entreprises et les ETI doivent être en capacité d'émettre leurs factures sur les nouveaux formats à compter du mois de septembre 2026. Alors, dans la loi, il est indiqué qu'il y avait une tolérance d'un trimestre maximum. Donc, ça veut dire que c'est 1er septembre jusqu'à maximum 31 décembre. Donc, ça, c'est 2026. Les grandes entreprises et les ETI doivent émettre les factures sur le nouveau format et traiter le e-reporting. Et donc, tout le monde doit être capable de réceptionner. Et ensuite, pour les PME et les TPE, l'émission, c'est un an après, 1er septembre 2027, avec toujours pareil, un trimestre d'ajustement. Si on fait un peu, alors vous allez me dire 2026, 2027, on est tranquille, on a le temps. Oui, mais pas tout à fait. En 2025, on va expérimenter une phase pilote et donc on va pouvoir travailler avec les différents éditeurs, le portail public de facturation, les PDP pour pouvoir justement expérimenter des flux. Donc nous, Apsis Cyborg, on s'est positionné pour travailler avec Sedge sur le sujet, ce qui nous permettra de vous tenir informés et de vous donner le plus d'informations possible au fil de l'eau. Et puis, on a aussi un certain nombre d'éléments qui vont nous être communiqués dans le courant de l'année 2024. Donc, peut-être la mise à disposition du fameux annuaire, on reviendra là-dessus. Et puis, surtout, ce qui n'est pas écrit ici, c'est l'immatriculation des fameuses PDP. Aujourd'hui, on a un certain nombre d'acteurs qui se sont positionnés pour être donc des plateformes de dématérialisation. Cette immatriculation est en cours et on attend d'ici la fin du printemps, ou mi-2024, on verra, le nom de ces plateformes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au moment où on se parle, il n'y a aucune PDP de référencée. Ce n'est pas possible. Il y a plusieurs candidats PDP, dont certaines avec des dossiers excellents. Vous voyez un certain nombre de communications sur le sujet, donc c'est parfait. Il y a de très bons dossiers pour des candidats PDP, mais toujours aucune plateforme immatriculée et référencée. Donc ça, si vous avez un interlocuteur qui vous dit « moi je suis PDP », il vous raconte des carabistouilles. C'est pas possible. Donc, on a repositionné le calendrier, on a effectivement un peu de temps, mais on a pas mal de sujets sur lesquels il faut qu'on traite. On insiste aussi sur un certain nombre de sujets. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait fiabiliser vos données. On va revenir là-dessus parce qu'en fait, ce qui va se passer si vos données ne sont pas à jour, si vos fiches tiers ne sont pas complètement renseignées, vous allez en fait vous exposer à un certain nombre de risques et du coup de conséquences. Si les entreprises ne sont pas correctement référencées dans l'annuaire, ça veut dire que potentiellement, vous allez vous exposer à des erreurs de routage des factures ou même des statuts de ces factures. Et donc, peut-être qu'il faudra faire des traitements manuels qui risquent d'être chronophages. Ensuite, au sujet de l'émission, si les acteurs ne sont pas bien référencés, peut-être que simplement les factures vont être rejetées. Une facture rejetée, ça veut dire aussi que cette facture, elle ne va pas pouvoir être à terme payée correctement. Donc, on a tout intérêt à ce que, encore une fois, les données soient correctement alimentées, propres, justes, pour pouvoir en fait fluidifier les échanges. Envoyer la bonne facture à la bonne personne, c'est important. Pouvoir être en capacité de bien gérer tout ce qui va tourner autour des flux d'encaissement, c'est aussi important parce que si les données de TVA ne sont pas complètement sécurisées, potentiellement, on s'expose peut-être en tant qu'entreprise à d'abord la nécessité de faire des corrections manuelles qui risquent d'être complexes et peut-être aussi des éventualités de contrôle fiscal supplémentaires. Moi, j'ai tendance à faire le parallèle avec le passage qu'on a fait entre la DADS et la DSN. Pour les entreprises
qui sont passés de la DAS à la DSN, ça a été un changement de méthode et la nécessité d'apprendre à travailler différemment. Donc là, on est un peu sur le parallèle, mais au niveau de la partie comptabilité. Pour finir sur ce sujet, quand on dit qu'il est indispensable de veiller au bon paramétrage du système d'information, c'est parce qu'en fait, il va falloir transmettre les bonnes informations dans la facture électronique pour pouvoir en fait bien identifier les flux et transmettre les bonnes informations au bon destinataire, soit au portail public de facturation ou éventuellement au PDP. Donc vous allez le voir dans la V10, il y a un certain nombre de nouvelles fonctionnalités qui ont été mises à disposition qui vont vous aider à contrôler justement ces données. Et puis, d'autres nouveautés sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer au fil de l'eau. Je passe la parole à Émilie qui va aborder ce sujet des nouvelles informations de la V10. À toi, Émilie. Merci, Manuel. Donc, effectivement, on va voir concrètement dans la V10, avec la mise en place de la RFE, les nouveaux champs et les nouvelles pratiques qu'il est bon d'adopter. La première, déjà, concerne deux nouvelles fonctionnalités disponibles à partir de la V10. La première, c'est l'API Sirène, qui va nous permettre effectivement d'aller rechercher les informations adresse d'un tiers grâce donc à l'API Sirène, qui est un service de l'INSEE. Le deuxième élément, c'est l'identification de TVA, qui va également pouvoir être recherché grâce au service VIES. Donc, ces deux éléments contribuent du coup à sécuriser, fiabiliser les données de nos fichiers qui vont nous être demandés dans le cadre de la mise en place de la RFE. Après, donc on va avoir aussi des nouveaux champs qui là concernent la société, donc les paramètres société. On va avoir effectivement le régime fiscal, hein, les informations fiscales avec le régime qui va être disponible depuis vos outils. Également des paramètres au niveau de l'émission et la réception des factures, donc avec un certain nombre de choix. A été rajouté au niveau de l'option de pour dire qu'effectivement, elle n'est pas applicable depuis le premier jour de l'exercice de notre comptabilité, mais à partir d'une certaine date, et c'est effectivement à partir de cette date que les éléments avec la TVA sur les débits vont pouvoir implémenter notre déclaration de TVA. Également, dernière info donc, qui a été ajoutée au niveau des paramètres société, c'est la localisation qui a été donc ajoutée sur cette partie-là. Concernant la TVA, qui dit TVA, dit taux de taxe dans cette GE100. On a du coup un champ qui a été rajouté qui est la provenance. Vous voyez ici par exemple intracommunautaire. Et au niveau des mentions d'exonération, donc bien évidemment seulement si c'est applicable sur ce taux-là dans le contexte de l'entreprise, on a c'était sur les nouvelles provenances, où il y avait effectivement île Canaries, et sur la mention d'exonération, c'est une nouvelle zone, bien évidemment, si c'est applicable. Excusez-moi pour la confusion. Au niveau des fiches tiers, on a donc un onglet supplémentaire, facture électronique, où on va y retrouver donc l'identification avec l'assujettissement de la société ou pas, le code EDI, et également aussi si l'entreprise est soumise à l'obligation de facture électronique, donc notamment avec les données annuaires, le type d'entité et le contrôle émission. Tout ceci nous fait dire qu'il faut proscrire la notion de client divers au niveau de vos bases, puisqu'on voit bien que toutes les fichières du coup sont individualisées en fonction du contexte du client et du fournisseur. Donc bien considérer ça, bien mesurer cet élément au niveau de vos bases comptables et gestion commerciale. Nouveau champ donc également disponible, vous voyez sur cette liste, on a pu afficher, puisqu'on peut personnaliser les listes tiers, on a affiché donc le statut FE pour facture électronique et le motif FE pour les mêmes domaines, qui nous permettent de mettre en avant si le tiers est OK ou pas.
Donc, si j'ai une petite coche verte, c'est que tout va bien. Et si j'ai une croix rouge, c'est que j'ai un souci sur mon tiers, que j'ai des éléments à mettre à jour, à compléter à un moment donné. Là, pour le premier, par exemple, on a le motif de la facture électronique et pourquoi le statut est bloqué. C'est que le SIRET est obligatoire donc, pour l'entreprise en France assujettie à la TVA. Donc, ça nous permet de voir rapidement si on a des choses à mettre à jour au niveau de nos fichiers. On a repris derrière donc une synthèse des nouveautés de la version 10 et on vous invite via le lien qui se trouvera tout en bas du slide d'aller découvrir l'intégralité des nouveautés de la V10. On a mis là par exemple en avant ce qu'on avait vu donc, sur la gestion de la création des fichiers en lien avec la RFE, notamment avec le bouton API Sirène et le service VIES. Également aussi, autre point d'attention, hein, c'est qu'effectivement, il y a eu de nombreuses évolutions dans la base de données liées à la RFE, dont certaines viennent de vous être présentées, mais il y en a d'autres aussi qui ne sont pas visibles aujourd'hui et qui vont l'être au fur et à mesure de la mise en place de la RFE. C'est-à-dire que Sage a déjà anticipé un certain nombre d'éléments versus le cahier des charges de la RFE pour que tous les champs soient déjà implémentés dans vos bases et qu'on puisse au fur et à mesure en avoir la visibilité et les compléter en fonction des besoins. Voilà. L'ensemble des autres éléments via le lien. On va maintenant découvrir Sage Data Clean and Control va nous permettre de faire avec un réel assistant vers la mise en conformité des éléments dans vos bases de données. C'est une option à partir de la V10. Donc, Sage Data Clean and Control, c'est quoi? C'est donc un outil qui va nous permettre donc, du coup, de contrôler les données obligatoires. La grande force de cet outil, c'est qu'en fait, il est en lien avec le cahier des charges de la RFE et que cet outil-là va du coup évoluer en fonction des évolutions de la réforme de la facture électronique. Ça va donc vous permettre de contrôler les données qui sont obligatoires. Ça va du coup vous permettre de fiabiliser la nature des flux et des cas métiers associés. Notamment, on a vu qu'on pouvait avoir des éléments qui soient rejetés. Donc, si effectivement il manque des informations, les éléments ne pourront pas circuler dans le cadre des flux de RFE. Ça vous permettra donc du coup de sécuriser votre capacité de facturation émise et reçue et bien sûr de vous accompagner dans les actions correctives. Donc encore une fois, je rappelle que c'est une solution et évolutive puisqu'il suivra les évolutions du cahier des charges et qui sera effectivement, du coup, on préconise de l'utiliser après chaque importation si vous importez les fichiers ou vous faites du paramétrage. Donc, on verra effectivement qu'il y a plusieurs points d'entrée sur cet outil. Donc, soit via la bulle de l'Infus Sage, soit directement depuis votre plan de tiers et également aussi depuis le paramètre société, puisqu'on a vu préalablement que les données à compléter sont effectivement sur le plan tiers et également aussi au niveau des paramétrages de la société. En image, le Sage Data Clean and Control, donc il va vous assister. Donc là, vous voyez, j'ai un assistant qui s'ouvre. Vous avez la possibilité donc soit de contrôler le paramétrage des tables de paramètres société, ou alors d'effectuer les contrôles de cohérence des comptes tiers actifs, et après de sélectionner soit l'ensemble des tiers, soit de faire un filtre sur vos clients, sur vos fournisseurs, voire même du coup de sélectionner des comptes tiers de A pour ne traiter du coup que certains tiers de votre base de données. Une fois qu'on lance cet assistant, on a du coup les éléments qui sont en exergue, donc au niveau de la restitution des erreurs, avec du coup les petites coches rouges sur le statut RFE et le motif de la non-conformité de la fiche tiers. Aujourd'hui, au niveau du découpage fonctionnel de Sage Data Clean and Control, puisque c'est un outil qui va évoluer, donc le fonctionnel qui est mis à disposition aujourd'hui dans Sage Data Clean and Control avec la version 10, ce sont les éléments qui sont en noir. C'est-à-dire, par exemple, détection en masse des anomalies de paramétrage, les codes ISO, etc. Donc ça, ce sont des éléments qui sont déjà implémentés
dans l'outil Sage Data Clean and Control. Ce qui est en orange et en italique, c'est la proposition d'évolution de cet outil qui est faite par l'éditeur Sage. Donc, ce sont effectivement du fonctionnel qui va arriver en plus. Donc, c'est dans l'option Sage Data Clean and Control. Donc, par exemple, le contrôle en masse de cohérence avec l'annuaire de portail public de facturation. C'est une évolution qui arrivera dans Sage Data Clean and Control. Et on fait maintenant, on va passer donc sur un focus TVA et l'évolution des pratiques pour effectivement se mettre en conformité avec la réforme de la facture électronique. Qui dit effectivement réforme de facture électronique, dit télédéclaration et télépaiement de la TVA. Ça veut dire qu'effectivement, il y a peut-être une évolution des pratiques à mettre en place dans votre mode de fonctionnement actuel sur la TVA. Au niveau dans le contexte de Sage, qui dit TVA, dit méthode dite de registre de taxes. Hein, donc, vous avez deux primes d'écran en bas de cette slide. Celle avec la croix, hein, c'est celle qu'il ne faut pas faire. C'est celle effectivement avec la méthode de contrepartie générale. Et celle qui est OK pour faire fonctionner les automatismes de la TVA jusqu'à la télédéclaration et le télépaiement, c'est la méthode de gestion de registre de taxes. Ça veut dire aussi donc du coup d'établir l'état des rapports des délais de paiement et utiliser l'état de contrôle de TVA qui vous permet de faciliter votre déclaration et télépaiement de TVA. Sur notre proposition au niveau de l'accompagnement de la TVA avec les registres de taxes, on vous propose de vous accompagner en 3 modalités en fonction de vos choix, de votre contexte. Et donc, du coup, on retrouve 3 offres. L'offre mode standard, pardon, le mode accompagné et le mode personnalisé. Toutes les 3 ont un tronc commun. C'est-à-dire qu'il y aura une première étape avec les principes de la gestion des registres de taxes dans cette gestion avec les modalités de fonctionnement en transfert de compétences. Cette étape-là sera appliquée sur l'ensemble des offres, ainsi que l'étape 2, l'accompagnement à l'établissement de la déclaration de la TVA, avec le cadrage et le contrôle de cohérence. Ce qui va différencier les offres, hein, c'est que, par exemple, sur l'offre en mode accompagné, on va vous proposer une étape intermédiaire pour vous accompagner au paramétrage à l'éclatement du plan comptable, notamment pour distinguer les comptes par taux. Et sur l'étape personnalisée, qui est fortement recommandée si vous êtes dans un contexte où vous importez vos achats, puisqu'on a aussi l'étape 0, c'est-à-dire analyser les impacts sur les différentes interfaces, parce qu'il y a peut-être un modèle à revoir, il y a peut-être une donnée à récupérer en plus de votre outil de facturation. Donc, c'est pour ça qu'on retrouve ici l'étape 0. Sur chacune des offres de propositions d'accompagnement pour la mise en place de l'automatisation de TVA, on vous propose également aussi un carnet de 10 jetons qui vous permettra de pouvoir faire appel à un consultant pour toute question hein, sur effectivement j'étais sur ma phase d'autonomie et j'ai ma to-do de mes éléments à mettre en œuvre et je suis bloquée à un moment donné ou autre et effectivement on pourra utiliser le carnet de jetons dans ce contexte-là. On en profite également pour vous rappeler qu'il y a déjà à votre disposition un tutoriel dans votre espace client qui vous expose les grands principes de l'automatisation de la TVA. Donc, on vous invite à aller le consulter directement. Je passe la main à Emmanuel. Et merci Émilie pour tous ces éléments. Et on va passer désormais un petit peu de temps sur un sujet un peu différent. En fait, on va essayer de prendre un peu de recul et de parler aussi de dématérialisation, de digitalisation, mais cette fois-ci du flux de traitement des factures fournisseurs. On a abordé déjà un certain nombre d'autres sujets. Là, on va se concentrer sur ce sujet, les factures fournisseurs. Pourquoi? Quels sont les bénéfices pour moi si je m'équipe désormais d'un outil pour pouvoir traiter ces factures? Alors,
Dématérialiser les factures entrantes, en fait, ça va me permettre déjà de réduire le délai entre le moment où je réceptionne la facture et le moment où elle est intégrée, rentrée en tant qu'écriture comptable dans ma comptabilité, et aussi le moment où j'obtiens le bon à payer. De façon un peu caricaturale, on sait tous qu'il peut y avoir un temps certain entre le moment où la facture arrive réellement par courrier ou par mail et le moment où j'ai cette écriture comptable. Là, l'intérêt, c'est vraiment de réduire ce délai, d'enregistrer la facture en comptabilité et potentiellement après de traiter mon circuit de validation à côté. C'est aussi, si je mets en place ce type d'outil, une façon de traiter de façon dématérialisée mon processus de validation. Même si ce processus de validation est un peu complexe, je vais pouvoir mettre en place des conditions selon les types de factures, selon les montants, et je vais pouvoir mettre en place une certaine complexité et des niveaux de validation. Ok, jusqu'à un certain montant, c'est Emmanuel qui valide. Au-delà d'un certain montant, c'est Emmanuel, mais ça doit être contresigné par Émilie. Et en plus, s'il s'agit de tel type d'achat, il faut que j'ai une troisième signature, etc., etc. Donc ça, on va pouvoir le faire. Et puis, petit à petit, on va pouvoir mettre en place aussi un certain nombre d'automatismes. Parce qu'en fait, ces portails qui permettent de traiter les factures entrantes, ils sont relativement intelligents, ils apprennent les choses. Donc, ça veut dire que je vais pouvoir aussi paramétrer et programmer un certain nombre d'actions qui vont m'aider à traiter mes factures. C'est aussi un moyen de procéder à un archivage documentaire des factures qui arrivent. C'est-à-dire que je vais pouvoir bénéficier d'un stockage de mes documents avec la possibilité de retrouver facilement ces factures, parce que c'est ça aussi qui est important, et plus forcément de les archiver dans mes archives, dans des classeurs, etc. Donc, je vais pouvoir procéder à un archivage et les rendre accessibles plus facilement que ce qu'ils pouvaient être auparavant. Et puis, ces outils me permettent aussi de tracer les échanges, les actions qui sont menées tout au cours de ce processus de validation. Je vais avoir un horodatage du traitement. Donc, je sais que la facture est arrivée le 16 janvier à 11h42, qu'elle a été traitée par Emmanuel, qui ensuite l'a transmise à Émilie, etc., etc. Donc ça me permet d'avoir une bonne visibilité du flux. Dans certains contextes, il peut être nécessaire de rapprocher cette facture qui arrive avec les achats que j'ai gérés dans ma gestion commerciale. Très bien, on va savoir faire ce genre de choses. Et aussi, j'allais dire, au global, c'est un moyen de centraliser en fait dans une seule et même plateforme le traitement et le suivi de toutes les factures entrantes, quelle que soit leur provenance et quel que soit leur format. Je vais pouvoir dans ma plateforme gérer des factures qui arrivent par mail, qui arrivent par mon scanner, et qu'elles soient en PDF, en facture X, etc. Peu importe le traitement qui en sera fait après, en tout cas, je vais pouvoir toutes les conserver. Alors, j'ai essayé de schématiser ça dans un dessin que je me propose de vous dérouler. Donc, aujourd'hui, vous êtes équipé, par exemple, de cette Je-Sens. Et donc, à partir du moment où vous réceptionnez une facture qui arrive par courrier ou par mail, cette facture, vous procédez à un traitement manuel de cette facture. Vous faites une saisie manuelle de votre facture et du coup, elle se retrouve bien dans la comptabilité. Et vous traitez après la partie paiement via un moyen de paiement et vous pouvez procéder au télépaiement de la TVA. OK, donc ça, c'est le cheminement actuel. Si dès à présent, vous vous équipez
d'un outil, d'une plateforme ou d'un portail de dématérialisation des factures d'achat qui va être connecté à votre Sage 100. Vous allez donc avoir un outil qui va être en capacité de traiter vos courriers, enfin les documents papier qu'on va mettre dans le scanner, mais aussi de récupérer les pièces jointes que vous allez récupérer dans vos boîtes mail ou dans une boîte mail dédiée. C'est souvent ce qu'on conseille de faire, de créer une boîte mail pour récupérer les factures. OK, donc mon OCR récupère les informations sur les factures. Ça me permet, parce que l'OCR est relativement intelligent, il y a un module d'apprentissage, donc on va pouvoir mettre en place une automatisation partielle du traitement de cette facture et on va pouvoir faire aussi plusieurs autres actions. C'est-à-dire que non seulement je vais avoir un accompagnement pour la génération des écritures comptables, écriture de comptabilité générale et également de comptabilité analytique, mais surtout, j'ai un processus de validation qui est déclenché en même temps. C'est-à-dire que je vais avoir la possibilité de retrouver ma facture dans ma comptabilité, sur laquelle il sera mentionné que cette facture, elle est en attente de mois payés, mais je l'aurai bien dans ma compta. C'est-à-dire que si je dois faire une situation, un cut-off à l'instant T, je vais pouvoir visualiser cette facture. Je sais que j'attends le bon à payer. Je sais qu'en plus, c'est Emmanuel qui coince et donc je vais pouvoir relancer Emmanuel et j'ai bien mon écriture dans la comptabilité. Et ensuite, une fois qu'Emmanuel aura procédé à son action, j'aurai l'actualisation de l'information dans la comptabilité et j'aurai l'information. Et en parallèle de ça, ma facture, elle a été archivée. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que depuis ma comptabilité, je vais pouvoir consulter le PDF de ma facture. Donc ça, c'est quand même un plus par rapport au traitement, j'allais dire, simple que je peux faire si je suis équipée uniquement de comptabilité. Demain, on va être dans un nouveau contexte où on va être sur des formats différents. Donc, on a des factures avec des formats au e-invoicing, ok. Si je suis équipée de comptabilité, la comptabilité saura aller récupérer, alors on ne sait pas encore exactement comment, mais au travers d'une bannette, on va récupérer les éléments dans le portail public de facturation et on pourra avoir un certain nombre d'automatismes ou en tout cas une automatisation partielle pour pouvoir après générer les écritures en comptabilité. Ce qui est certain, c'est que l'automatisation se fera exclusivement sur les parties d'en-tête et de pied de document, puisque dans la comptabilité, on n'aura rien autour du traitement des lignes de documents. En tout cas, il n'y aura pas d'automatisme par rapport à ça. Donc, OK, ma facture, elle rentre dans ma compta et après, je la paye et je fais ma ATV. Si je suis équipée de mon portail dématérialisé, lui aussi, il va être en capacité de traiter les nouveaux formats. Mais comme il est quand même plus riche fonctionnellement et qu'il dispose de plus de fonctionnalités, je vais pouvoir mettre en place des automatisations plus complètes, plus complexes peut-être, et du coup pouvoir me permettre de gagner du temps au niveau du traitement des factures. Et puis, de toute façon, je récupère tout mon processus de validation. C'est-à-dire que je vais pouvoir mettre en place ou continuer à utiliser tout mon processus de validation que j'utilisais déjà. Donc, l'intérêt, c'est que le portail dont vous pourriez vous équiper dès à présent, c'est un outil qui vous permet de traiter non seulement les documents qui existent aujourd'hui et que vous connaissez, au format courrier, mail, etc., mais demain, il traitera aussi les nouveaux flux. Et ça vous permet, vous, de pouvoir couvrir l'intégralité des formats que vous serez peut-être amené à traiter. Parce que je vous rappelle, si on revient à l'introduction quand on parlait des différents périmètres, que selon les flux et selon les autres entreprises avec lesquelles vous êtes amené à travailler, si vous travaillez avec l'international, des factures PDF, vous allez continuer à en recevoir. Si vous travaillez avec des TPE et des PME, elles seront obligées de vous envoyer les factures au format Facturex qu'à partir de 2027. Donc on est en 2024. C'est bientôt, mais il y a quand même un petit peu de temps et quelques factures à traiter d'ici là. Donc ça veut dire que c'est une solution qui vous permet de rentrer en fait dans un nouveau process dès à présent. Donc effectivement, ce qu'on pense, ce qu'on vous encourage à faire, c'est vous préparer pour pouvoir ne pas être mis devant le fait accompli et mis pied au mur trop tard. Émilie? Merci Manuel. Donc effectivement, profitons de ce décalage de calendrier pour se préparer donc sereinement
avec différentes étapes. Ça reste un projet, donc l'idée c'est effectivement d'organiser votre projet, notre projet, avec la désignation d'un référent de facture électronique et de constituer un groupe projet autour de cette thématique. On va devoir former les différents acteurs des services comptables et opérationnels, établir une veille légale sur les éventuels changements, amendements de la réforme électronique, peut-être également aussi de la relation avec son expert comptable, un conseil, les fournisseurs de systèmes d'information, la mise en place aussi de la conduite de changement. C'est quand même un chantier dans l'organisation du projet, un chantier pas au sens bazar, mais qui est un sous-projet dans le projet. Et puis également aussi établir un rétro-planning prévisionnel cible pour pouvoir du coup se préparer au mieux dans la mise en œuvre. On va aussi également donc devoir cartographier vos processus avec donc l'inventaire des différentes solutions qui sont impactées. On en a parlé tout à l'heure, si dans votre comptabilité vous importez les factures, il y aura très certainement quelque chose à faire avec votre outil de facturation. Donc tous les domaines, on va dire différents domaines sont concernés par l'inventaire, donc le domaine de la comptabilité, de la gestion, les métiers, peut-être autres, peut-être que vous avez des interfaces, des développements spécifiques des sites marchands. Analyser du coup les processus de collecte et de contrôle de TVA. Anticiper les impacts sur l'organisation avec les différentes mises en œuvre, les aménagements, les amendements. Et également aussi réfléchir quant au choix de la future plateforme, PPF et PDP. Donc, vous allez devoir aussi enrichir et faire évoluer vos systèmes avec donc la cartographie des différents flux qui sont impactés, l'évolution ou pas si vous êtes déjà en conformité avec les paramètres de TVA dans le système, puisqu'on a vu qu'on allait devoir aller jusqu'à la télédéclaration et le télépaiement dans votre outil de comptabilité. Donc, du coup, optez pour la télédéclaration de votre TVA. La mise en conformité de vos données. Donc, il va falloir analyser, nettoyer les données sur les bassières et également aussi sur les informations de la société. Et puis, c'est à présent d'une solution de dématérialisation et de traitement des factures entrantes pour digitaliser et fluidifier ce flux. On a pu voir effectivement dans la cartographie précédemment définie par Emmanuel. Une fois qu'on s'est dit tout ça, effectivement, je passe le relais à Emmanuel. Alors, merci Émilie. Vous pouvez vous poser légitimement quelques questions, par exemple, si vous êtes équipé de plusieurs systèmes de facturation. Par exemple, vous avez des verticaux métiers, vous avez des sites e-commerce, vous avez des points de vente, ce genre de choses. Donc, vous avez potentiellement plusieurs alternatives, plusieurs possibilités de gérer. Mais en tout cas, il faut, encore une fois, se poser la question pour décider de la façon dont vous allez aborder ces différents sujets. Vous pouvez éventuellement décider de conserver les différents systèmes. Dans ce cas-là, chacun va gérer ses flux de factures électroniques. Attention, ça sous-entend que c'est autant de projets dits RFE à mener que d'outils. Bien comprendre et bien identifier avec vos différents partenaires et prestataires la façon dont le statut encaissé, qui est un statut particulier, va pouvoir être géré. Est-ce qu'il va bien y avoir une synchronisation entre les différents outils? Parce que si ce statut n'est pas bien géré, vous avez compris qu'au niveau de la partie TVA derrière, ça risque d'être un peu compliqué. Et puis, comment ça va se passer pour réorienter les flux via l'annuaire électronique? Où est-ce que ça, dans quelle destination mes flux vont devoir arriver? En tout cas, il faut se poser la question de savoir comment ça va se passer. Vous pouvez aussi vous dire, c'est peut-être le bon moment de centraliser l'ensemble de mes flux de facturation dans un seul système, peut-être dans mon ERP. Mais dans ce cas-là, ça veut dire que vous êtes sur un projet global et il faut que vous vous assuriez que votre ERP est en capacité de gérer l'ensemble de vos spécificités. Ok, il faut se poser la question, ça nécessite un peu de temps, un peu de travail. Ou alors, vous pouvez dire, en fait, je vais m'appuyer sur un opérateur de démat, un OD, ou sur une PDP pour centraliser l'émission, la réception des flux électroniques.
ou alors peut-être que je vais être contraint par le groupe auquel j'appartiens de passer par tel opérateur ou tel PDP. Bon, bah, dans ce cas-là, il va falloir travailler pour voir ce que ça veut dire, que justement intégrer les échanges avec cette plateforme. Comment on va traiter encore une fois ce statut encaissé? Est-ce que le flux va bien circuler partout? Est-ce que la réorientation de mes différents flux va se faire correctement? En tout cas, c'est des sujets sur lesquels il faut se poser des questions. En conclusion, et pour finir sur cette présentation, en fait, ce qu'on essaye de vous dire, et ce sur quoi on aimerait que vous puissiez avancer, en fait, c'est mettre en avant qu'il y a plusieurs sujets à paralléliser, plusieurs axes de travail pour aller vers cette réforme de la facture électronique qui est impactante pour les entreprises. Donc, on a vu qu'il y avait des sujets qui vont avoir des impacts sur l'organisation de votre entreprise. Il va y avoir des arbitrages à définir, un gros projet à mettre en place. Ça, c'est un premier thème. Ensuite, on a un autre thème, c'est les impacts sur le système d'information. Est-ce que je m'équipe ou pas d'un portail pour traiter les factures entrantes? Pourquoi pas? Est-ce que je dois ou plutôt dans quelle mesure je dois faire évoluer mon système d'information? J'ai des interfaces aujourd'hui avec les différents outils. Comment ça va évoluer? Ok, donc ça c'est un autre sujet. Et enfin, il y a le sujet autour de 7G100. Donc, s'agissant de 7G100, on sait déjà qu'il y a un certain nombre d'actions que vous devez mener. Il y a ce qui tourne autour de la télédéclaration de la TVA. C'est un sujet. Il y a un sujet qui tourne autour de la mise à jour en 7G100 V10. On sait que c'est une première étape, mais que ce ne sera pas la dernière. C'est-à-dire que cette mise à jour V10, c'est la première des mises à jour qu'il faudra faire. Il y en aura très certainement d'autres pour pouvoir aller jusqu'à l'échéance dont on parlait de 2027. Et puis, vous pouvez aussi vous poser la question de souscrire ou pas à l'option Sage Data Clean and Control. Donc, du coup, si je rassemble l'ensemble de ces sujets, voilà en fait tous les points, tous les axes, tous les sujets sur lesquels il est important que vous preniez un peu de temps pour vous positionner et sur lesquels, bien entendu, on est là pour vous accompagner et on est disponible pour échanger avec vous sur l'ensemble des sujets. Merci beaucoup pour votre attention. On a fait le tour, on a été un peu bavarde ce matin, mais on avait pas mal de choses à vous dire. Je vais passer la parole à Léa qui a besoin de vous encore quelques petites minutes, s'il vous plaît. Et pour ceux d'entre vous qui êtes disponibles, on laissera bien entendu une séance de questions-réponses juste après. À toi, Léa. Merci Emmanuel, merci Émilie pour cette présentation. Donc on va passer à la session questions-réponses. Donc le Sage Data Clean and Control est-il inclus dans la V10 ou faut-il acheter un complément de licence? Alors, c'est un abonnement complémentaire. Sage Data Clean and Control est bien une option, donc ça veut dire que c'est un outil complémentaire dont vous pouvez vous équiper à partir du moment où vous êtes en V10. Merci. Suis-je obligée de souscrire à cette option en étant en V10? Non, c'est une option facultative. Nous, on pense que cet outil va vous aider pour pouvoir mieux identifier les fiches tiers qui sont à compléter. Mais vous pouvez très bien considérer qu'au regard de la volumétrie qui est à traiter ou parce que vous êtes sur des fichiers qui sont déjà très propres, pour l'instant, vous êtes complètement autonome et vous n'avez pas besoin de cet outil-là. Et enfin, encore une fois, ça reste une option, donc vous n'êtes pas obligé d'y souscrire. Merci. Autre question, suis-je obligée de faire la mise à jour en V10 pour mettre en place la télédéclaration et le télépaiement de la TVA? Non. Vous pouvez dès à présent mettre en place la télédéclaration et le télépaiement de la TVA. C'est une fonctionnalité qui existe déjà dans 7G100 depuis des lustres, qui a été quand même améliorée avec la V10 sur quelques petits sujets assez particuliers, mais vous pouvez tout à fait mettre en place cette nouvelle façon de procéder dès à présent et faire la mise à jour en V10 après. Merci. Autre question, certains clients nous réclament déjà des factures
XML, pardon. Comment fait-on? Aujourd'hui, alors depuis la V9, la gestion commerciale Sage100 est prête pour pouvoir générer un fichier au format FactureX. Donc, dans la V9 déjà, on peut générer une facture gestion commerciale au format FactureX. Donc, c'est-à-dire un PDF plus un XML. Donc ça, c'est possible, a fortiori avec la V10. Si vous êtes sur des versions antérieures, ce n'est pas possible. Et si vous n'êtes pas équipé de Sage100 gestion commerciale, il faut que vous vous rapprochiez de votre éditeur pour savoir justement ce que lui, il a prévu de faire pour être en capacité ou pas de générer les factures au bon format. Merci Emmanuel. Alors nous avons une autre question. Sommes-nous certains qu'il n'y aura pas un nouveau report de l'obligation de la RFE, c'est-à-dire après 2027? Non, on n'est jamais certain de rien. Donc là, c'est inscrit dans la loi de finances de 2023 et dans la loi de finances, il est indiqué que le report est au maximum d'un trimestre. Donc après, très honnêtement, on est quand même dans une grosse tendance, encore une fois, mondiale, européenne. On n'est pas du tout les premiers à se lancer là-dedans. Il y a peu de chances qu'on passe au travers. Je ne sais pas si c'est la bonne façon de le dire, mais mécaniquement, il y a un moment ou un autre où l'État ne peut pas se permettre de ne pas faire ce genre de réforme. Il y a trop d'argent en jeu. Merci Emmanuel. Alors, c'était notre dernière question. Ah, parfait. Je vous laisse quelques instants. On a déjà un peu dépassé, donc voilà. Bon, merci beaucoup pour vos questions. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver les sujets de nos prochaines conférences web directement sur notre site apsiciborg.com. Bonne journée à tous et à bientôt. Merci beaucoup. Excellente journée. Merci. À très bientôt. Au revoir.